Salut, salut, j'espère que tu te portes bien, que tout va bien pour toi. Là, j'ai fait une reprise d'une conférence donnée par Monsieur Hamilton il y a quelques années déjà, hein, qui est en ligne sur YouTube. Enfin, je pense qu'elle y est encore, je ne sais pas en vrai. Et elle est en américain. Et la traduction en français de Google, je t'avoue, c'est pas vraiment ça. En fait, si tu connais pas vraiment les sujets abordés, eh ben, tu captes rien du tout. Donc, du coup, je trouve ça vraiment dommage parce que là, Hamilton apporte des preuves, mais comme jamais. Alors, j'ai décidé de partager sa conférence. Alors lui, il s'appuyait sur des diapositives en noir et blanc mais qui étaient des photos authentiques, des documents authentiques. Ici, nous aurons des images fictives, certes, mais très ressemblantes. Et bien évidemment, ces images sont là en guise d'illustration. Voilà, je te remercie pour ton écoute, d'être là, pour ton soutien, et sans plus attendre, eh ben, on y va. En 1947, près de Roswell, au Nouveau-Mexique, eut lieu l'incident ovni le plus célèbre de l'histoire, déclenchant ainsi l'un des plus grands camouflages de tous les temps. Docteur Vannevar Bush, un personnage très important dans cette affaire, et il y en aura d'autres, tu verras, était un ingénieur et scientifique visionnaire connu pour avoir dirigé le Bureau de la recherche scientifique et du développement pendant la Seconde Guerre mondiale, supervisant notamment le projet Manhattan. Avant ça, de 1938 à 1941, il avait présidé le Comité consultatif national pour l'aéronautique, le NACA, qui sera plus tard la NASA. Après la guerre, il est resté une figure centrale de la politique scientifique américaine, siégeant au conseil d'administration de grandes entreprises telles que AT&T, une société américaine de télécommunications fondée en 1885. Bien qu'il n'ait jamais travaillé directement pour la NASA, ses actions ont profondément influencé la recherche spatiale et technologique aux États-Unis. Selon des documents classifiés ayant fuité, Vannevar Bush a également été membre du mystérieux groupe MJ-12, le Majestic 12, créé pour enquêter sur le crash de Roswell en 1947 et superviser l'étude de technologies d'origine non terrestre. Dr Detlef Bronk était un physiologiste et biophysicien de renom, considéré comme l'un des pionniers de la biophysique moderne. Il a dirigé de grandes institutions scientifiques américaines, notamment Johns Hopkins et la Rockefeller University, et a présidé l'Académie nationale des sciences de 1950 à 62. Cet homme-là avait beaucoup de références scientifiques. Bien qu'il ne soit pas un spécialiste du nucléaire, il a siégé dans plusieurs comités gouvernementaux liés à la recherche militaire et à l'énergie atomique, jouant un rôle de conseiller influent dans l'orientation scientifique des États-Unis à l'époque de la guerre froide. Son nom apparaît également dans les documents du MJ-12, où il est présenté comme ayant participé à l'analyse biologique d'entités non humaines suite au crash de Roswell. Grâce à son expertise en physiologie, il aurait été impliqué dans l'étude des corps supposément récupérés, bien que cela n'ait jamais été confirmé officiellement. Il était l'un des membres originaux de MJ12. Jérôme Munsacker fut un ingénieur aéronautique de premier plan et une figure majeure du développement de l'aviation américaine. Fondateur du département d'ingénierie aéronautique au MIT, l'Institut technologique du Massachusetts, il forma des générations d'ingénieurs avant de devenir en 1941 président du NACA, l'organisme qui deviendra plus tard la NASA. Sous sa direction, le NACA joue un rôle clé dans les avancées technologiques pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Bien que son nom ne soit pas officiellement lié aux affaires d'OVNI, certaines théories avancent qu'il aurait pu être impliqué dans les programmes secrets liés au crash de Roswell en raison de sa position centrale dans l'aéronautique militaire au moment des faits en 1947. Son nom apparaît même dans certaines versions alternatives ou moins connues du Eisenhower Briefing Document, document prétendument classifié reçu par Bill Moore et ses collègues dans les années 80. Entre 80 et 94, Bill Moore et ses collègues auraient reçu par une fuite anonyme une bobine de film contenant un document photographié, un briefing top secret destiné au président Dwight Eisenhower, daté de 1952, concernant l'existence du groupe Majestic 12.
Ce document, souvent appelé Eisenhower Briefing Document, mentionne 12 personnalités de haut niveau, scientifiques et militaires, chargées de gérer l'information sur les ovnis et les entités biologiques récupérées, notamment suite au crash de Roswell en 1947. Lloyd Berkner était un physicien et ingénieur en électromagnétique américain, spécialiste des hautes atmosphères et des ondes radio. Il a joué un rôle fondamental dans l'expansion des communications à longue distance grâce à ses recherches sur l'ionosphère et a participé à la mise en place du système radar américain pendant la Seconde Guerre mondiale. De 1946 à 1947, il fut secrétaire exécutif du Comité de la recherche et du développement, un organe clé du gouvernement américain chargé d'évaluer les systèmes d'armes et les technologies stratégiques émergentes. Son rôle le plaçait au carrefour des avancées scientifiques, militaires et de renseignement. En 1953, son nom apparaît dans des rapports confidentiels liés aux ovnis, notamment dans le contexte du panel Robertson, une commission convoquée par la CIA pour évaluer la menace posée par les phénomènes aériens non identifiés. Berkner y aurait été impliqué comme conseiller scientifique, chargé d'évaluer le phénomène sous un angle technique et stratégique. Certains documents évoquent également son inclusion dans le groupe MJ12 en tant que scientifique influent, chargé de superviser l'analyse des phénomènes liés à Roswell et aux récupérations non conventionnelles. Bien que cette implication reste controversée, sa proximité avec les sphères gouvernementales et les technologies avancées nourrit les spéculations sur son rôle dans les programmes secrets d'après-guerre. Robert Oppenheimer était un physicien brillant et le directeur scientifique du projet Manhattan, responsable de la création de la première bombe atomique. Le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, il supervise le test Trinity, première explosion nucléaire de l'histoire, située au cœur de ce qui deviendra plus tard le White Sands Missile Range. C'est à ce moment-là qu'il prononce la célèbre citation issue de la Bhagavad Gita. No, I'm become death, the destroyer of worlds. Je suis le temps, le grand destructeur des mondes. Après la guerre, il devient président du comité consultatif général de la Commission de l'énergie atomique et plaide pour un contrôle éthique de l'arme nucléaire, ce qui lui vaudra d'être évincé pour des raisons politiques en 1954. En parallèle des faits historiques connus, certaines théories évoquent sa proximité avec des phénomènes inexpliqués. Certes, étant sur place lors des essais à Trinity, certains chercheurs comme Jacques Vallée avancent qu'un crash d'objets volants non identifiés aurait eu lieu à proximité peu après le test. Bien qu'il ne soit pas mentionné comme témoin direct, Oppenheimer aurait très bien pu être informé de ces événements. Enfin, en tant que figure centrale de la science militaire américaine, son nom est parfois associé au début du groupe MJ12, en lien avec l'étude de technologies non humaines. Sa présence au croisement du nucléaire, de la stratégie et du secret d'État en fait un acteur clé de l'époque, à la frontière entre sciences officielles et programmes occultés. Werner von Braun fut l'un des ingénieurs en aérospatial les plus brillants du XXe siècle. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour les étoiles et les fusées, nourri par les romans visionnaires de Jules Verne et H.G. Wells. Mais c'est la découverte des écrits du scientifique Hermann Oberth, pionnier de l'astronautique, qui donne à sa passion une base scientifique solide. Adolescent, il le contacte, collabore avec lui et pose ainsi les bases de sa future carrière. Oberth sera son mentor et il avait déclaré qu'il croyait que les ovnis étaient des vaisseaux spatiaux interplanétaires qui généraient leur propre champ de gravité artificiel et que ce serait la seule façon pour lui d'expliquer comment ils semblent annuler à la fois la gravité et les forces d'inertie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, von Braun conçoit pour le régime nazi la fusée V2, première arme balistique supersonique utilisée contre les populations civiles. À la fin du conflit, il est récupéré par les États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip et devint un acteur clé du développement technologique militaire américain. À White Sands, puis à Huntsville. Il travaille d'abord sur les missiles Redstone avant de prendre la tête du centre de vol spatial Marshall de la NASA.
Il devient alors l'un des principaux architectes du programme Apollo qui mènera l'homme sur la Lune. Dans les cercles ufologiques, von Braun est également entouré de mystères. Ses témoignages, notamment celui de Carol Wassin, affirment qu'il avait connaissance de programmes secrets liés à des technologies non humaines et qu'il mettait en garde contre une utilisation stratégique de la peur. D'abord les Russes, ensuite les terroristes, puis les astéroïdes et enfin une possible menace extraterrestre. Figure ambivalente entre génie visionnaire, ingénieur pragmatique et homme impliqué dans des zones d'ombre, von Braun incarne à lui seul le passage des rêves de science-fiction à la conquête spatiale réelle, mais aussi la face cachée des avancées technologiques modernes. Ernest Steinhoff était un ingénieur en aérospatial allemand spécialisé dans les systèmes de guidage de missiles. Membre de l'équipe de Werner von Braun au sein du centre de Peenemünde, il a participé au développement des fusées V2 durant la Seconde Guerre mondiale, utilisées comme arme de représailles par l'Allemagne nazie. À la fin de la guerre, il est recruté par les États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip, au même titre que von Braun, est transféré à la base de White Sands Proving Ground. En fait, c'est un site d'essai pour tester des armes, des missiles et d'autres équipements militaires. Il est situé au Nouveau-Mexique. Là, il travaille sur l'amélioration des systèmes de guidage et de navigation des missiles américains, apportant son expertise pour faire progresser la technologie balistique de l'après-guerre. En parallèle, des documents et témoignages suggèrent que Steinhoff aurait été impliqué dans des programmes classifiés liés à la récupération et à l'analyse de technologies non conventionnelles. Certains chercheurs l'associent à des projets comme l'étude d'engins non identifiés, notamment à S4 ou à proximité de White Sands, où des phénomènes aériens inexpliqués auraient été observés. Il figure également dans la liste de noms soupçonnés d'avoir contribué à des programmes secrets américains d'ingénierie inversée. Peu médiatisé, Steinhoff demeure une figure discrète mais essentielle de la transition entre la science militaire allemande et les programmes avancés de défense américains, évoluant dans les coulisses de la recherche sur les missiles et certainement bien plus. Hubertus Strogold était un médecin allemand spécialisé en médecine aéronautique et spatiale. Après avoir travaillé pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut recruté par les États-Unis via l'opération Paperclip. Il a travaillé pour l'US Air Force School of Aviation Medicine, l'école de médecine aéronautique de l'US Air Force, à la base de Randolph Field au Texas. C'est là qu'il a dirigé des recherches pionnières sur la physiologie des vols à haute altitude et sur les effets du vide spatial sur le corps humain. Ses travaux ont été essentiels pour le développement des premiers vols spatiaux habités et ont jeté les bases de la médecine spatiale américaine, ce qui lui a valu une reconnaissance officielle de l'USAF, l'US Air Force, et de la NASA à l'époque. Cependant, plus tard, des controverses ont émergé autour de ces liens possibles avec des expérimentations médicales nazies, ce qui a conduit à des remises en question de ses honneurs aux États-Unis. Tout ça, en fait, ça se trouve au musée de l'histoire spatiale du Nouveau-Mexique. Le New Mexico Museum of Space History, situé à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, est un lieu dédié à l'histoire de la conquête spatiale et bien sûr à ceux qui y ont contribué, y compris les figures issues de l'opération Paperclip, comme von Braun, Steinhoff ou Strogold. Voici ce qu'on peut y trouver. Des expositions sur White Sands, Trinity Site, les tests de fusée V2 et le rôle majeur du Nouveau-Mexique dans les débuts de la recherche spatiale américaine. Une galerie dédiée à l'opération Paperclip. Elle rend hommage dans un ton officiel à des scientifiques comme Steinhoff et von Braun pour leur contribution technologique, sans toutefois s'attarder sur les controverses liées à leur passé. Hubertus Strogold y a été introduit au Space Hall of Fame en 1977 pour ses apports à la médecine spatiale, mais son nom a été retiré en 2006 après que des éléments de son passé en Allemagne aient refait surface. Par contre, il n'y a aucune mention officielle d'OVNI, ni de crash comme Roswell ou Kidman, ni même de MJ12. Le musée adopte un récit institutionnel centré sur l'innovation et la conquête spatiale.
L'équipe OVNI du groupe Majestic, selon certaines fuites et témoignages non officiels, une photo d'équipe datée de 1958 aurait été divulguée par un scientifique de Los Alamos, montrant un groupe lié à l'étude des ovnis, souvent désigné comme appartenant au cercle du MJ12 ou à des projets apparentés. Au centre de cette photo a été identifié le général Ennis Whitehead, un haut gradé de l'USAF, l'US Air Force. Il est parfois décrit dans les milieux ufologiques comme le premier à avoir participé à la rédaction d'un traité officiel avec des entités non humaines. Un accord censé avoir été conclu après les incidents de Roswell et Kingman autour de 54 à 54 à l'époque d'Eisenhower. Ce traité interespèces, dont Dan Burich parle en détail dans ses révélations, aurait consisté en un échange de technologies contre des autorisations d'expérimentation sur des humains à des conditions strictes. Dan affirme que ce traité est renouvelé tous les 9 ans à travers des réunions secrètes impliquant des représentants humains et ET, notamment une espèce qu'il appelle les P45. Ici, sur la gauche, l'équipe OVNI du groupe Majestic, une photo prise à la base aérienne de Holloman au Nouveau-Mexique en 1964. Oppenheimer a été identifié. Et ce Jean, disons qu'il se dirige probablement vers le site 17 pour effectuer un échange avec des ET. Selon des informations divulguées anonymement à partir de 2005 par un certain Anonymous, prétendument un ancien membre du renseignement de la défense américaine, il existerait un programme d'échange interstellaire entre humains et ET nommé Projet Serpo. Dans ce cadre, il est raconté qu'un être ET surnommé EB2, successivement après EB1, récupéré à Roswell, se serait porté volontaire pour rester sur Terre en 1964. Ce volontaire appartenait à une espèce venue d'un système planétaire autour de Zeta Reticuli, que l'on appelle les Ebens. L'accord aurait été passé avec des scientifiques et des officiers militaires américains pour permettre à IB2 de vivre un certain temps parmi les humains, d'échanger des données scientifiques et culturelles et de préparer le terrain pour une mission d'échange plus large. Cette mission se serait concrétisée plus tard avec 12 militaires américains envoyés sur la planète Serpo à bord d'un vaisseau ébène pour un séjour d'environ 13 ans. Il est dit qu'Ibitu devait être accompagné chez lui et que ce retour aurait été programmé dans un cadre formel, en lien avec des engagements bilatéraux secrets. Toujours selon les sources du projet Serpo, les ébènes s'étaient considérés comme amicaux, coopératifs et technologiquement avancés, et cette collaboration aurait été l'une des plus grandes opérations secrètes de l'histoire humaine. Bien sûr, tout ça reste non confirmé officiellement, mais de nombreuses sources croisées, dont celle de Dan Burich, Bill Waus, ou même des récits issus de documents du MJ12, des photos pointent dans cette même direction. L'équipe de soutien du groupe Majestic. Cette photo a été prise en 1953 et il doit y avoir pas loin de 100 ingénieurs et scientifiques. Ils étaient au Majestic dans le groupe consultatif scientifique et le docteur Theodor von Karman a été identifié. C'était un physicien et ingénieur d'origine hongroise, considéré comme l'un des pères fondateurs de l'aérodynamique moderne. Il a fondé le Jet Propulsion Laboratory en collaboration avec Caltech et a dirigé l'Aerojet Corporation, qui deviendra une référence majeure dans le domaine des propulseurs de fusées et des moteurs à réaction. Il a travaillé étroitement avec l'US Army Air Corps, puis avec l'Air Force Scientific Advisory Board, qu'il a lui-même dirigé. Son rôle dans la transition entre les technologies conventionnelles et les premières applications spatiales le place au cœur de l'élite scientifique et militaire américaine de l'après-guerre. Dans certaines théories autour du MJ12, von Karman aurait été consulté pour son expertise en matière de propulsion et d'aérodynamique, notamment pour évaluer des objets récupérés, possiblement d'origine non humaine. Il est parfois cité comme ayant participé à des programmes d'ingénierie inversée aux côtés d'autres scientifiques tels que Vannevar Bush ou Detlef Bronk. Bien que son implication ne soit jamais mentionnée officiellement, sa proximité avec les plus hauts niveaux de la science militaire et son influence dans le développement des premiers missiles et des avions supersoniques en font un candidat plus que plausible dans les programmes confidentiels du complexe militaro-industriel.
Selon une source anonyme ayant publié dans les années 2000 sur des forums liés à la communauté projet Avalon, Serpo Disclosure, une photo prise à Los Alamos en 2003 montrerait une réunion discrète entre plusieurs hauts responsables de programmes secrets. Cette rencontre aurait réuni des membres actifs ou consultants du MJ12 dans une version contemporaine du groupe, souvent appelée MJ12 SSP, pour Spatial Studies Project, et des représentants des équipes Starlight, Victor et Sierra, deux noms de code supposés faire référence à des cellules spécialisées en communication avec des entités non humaines ou en interface technologique avancée. Certains prétendent que cette réunion avait pour but de préparer le renouvellement du traité IB ou encore de discuter de changements dans les protocoles de contact en lien avec des événements à venir. Certains avaient évoqué 2012 comme un jalon. Bobby Reinman a siégé au conseil d'administration de la SEC, Entreprise internationale d'applications scientifiques et technologiques, une entreprise de consultation en technologie et en défense fondée en 1969. La SEC est une société qui fournit des services de recherche, de développement et d'ingénierie dans des domaines sensibles, notamment le renseignement, la cybersécurité, l'aéronautique et les technologies de défense. En tant qu'ancien directeur de la NSA, allez, lui aussi, il se passe le flambeau, et haut responsable du renseignement américain, Inman a apporté une expertise stratégique à SEIC, où il a joué un rôle dans l'orientation des politiques et des projets liés à la sécurité nationale et à l'innovation technologique, en particulier dans les domaines des systèmes d'information et de surveillance. Bobby Ray Inman, amiral et figure centrale du renseignement américain, a joué un rôle clé pendant la guerre froide en tant que directeur de la NSA de 1977 à 81. À ce titre, il a supervisé la gestion de l'information sensible et a été impliqué dans le contrôle des récits officiels concernant les phénomènes non identifiés et les contactés. Dans le cadre de la gestion des mythes populaires sur les ovnis, Inman aurait été un acteur crucial dans la dissipation de récits comme celui du crash de Roswell et de l'existence d'un mystérieux hangar 18 où des technologies ET auraient été récupérées. Selon le livre Alien Contacts, il aurait contribué à minimiser l'impact public de ces histoires en les réduisant à des mythes urbains, tout en supervisant des opérations de désinformation. Le con! Bill Hamilton a reçu des mails d'une source anonyme, un ancien membre de la sécurité de la zone 51,
retraité depuis 2003, qui a décrit des tests qu'il avait observés sur des technologies ET récupérées depuis le crash de Roswell. Selon ces témoignages, les équipes de la Zone 51 ont bien mené des programmes de rétro-ingénierie pour analyser et tenter de reproduire les systèmes de propulsion antigravité utilisés par les ovnis. La source a également expliqué que les technologies avioniques étaient développées pour permettre aux pilotes de tenter de contrôler les vaisseaux ET, mais ces pilotes ne pouvant pas utiliser leurs ondes cérébrales comme le font les ET pour diriger leurs engins, ce qui rendait leur contrôle imparfait. Hamilton, à ce moment-là, raconte une expérience qu'il a vécue dans les années 90 sur l'autoroute 375, nommée Extraterrestrial Highway. Il s'agit d'un lieu qui mène à la zone 51 et qui est souvent associé à des témoignages d'ovnis et de phénomènes étranges. Il dit « Une nuit d'octobre, il est avec d'autres personnes sur cet axe isolé qui mène à la célèbre Groom Lake. Donc, il monte en hauteur, la température diminue et de là, ils aperçoivent les lumières de Las Vegas à l'horizon et au loin, ils distinguent les collines séparant Groom Lake de Papoose Lake. Au-dessus de l'autoroute, ils voient plusieurs engins en forme de disque volant silencieusement. L'un de ces vaisseaux projette un faisceau lumineux directement sur un camion. Ce phénomène étrange amène Hamilton à se demander « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Et il pense aussi que certains de ces vaisseaux ont des dimensions mais juste incroyables, pouvant atteindre la taille de 2 voire 3 terrains de football. Le champ de propulsion. À ce moment-là, Hamilton partage une révélation fascinante qu'il avait reçue d'un ingénieur travaillant sur des projets de propulsion spatiale avancée. L'ingénieur lui avait envoyé un dessin technique montrant comment une soucoupe volante générait un champ électromagnétique électrogravitationnel pour se propulser. Selon ce dessin, l'engin utilise l'interaction entre les champs électromagnétiques et gravitationnels pour se diriger dans la direction des pôles positifs, tout en contrôlant l'intensité du champ pour manœuvrer et se déplacer. Hamilton a ensuite expliqué que cette technologie de propulsion avancée est désormais envisagée par de nombreux jeunes ingénieurs et scientifiques qui travaillent dans le domaine de l'aérospatial, suggérant que des technologies similaires pourraient être développées à l'avenir pour la propulsion spatiale. Cela renforce donc l'idée que les concepts d'antigravité et d'électrogravité ne sont pas seulement un domaine de spéculation, mais sont pris au sérieux par certains dans le milieu scientifique. L'aéroforme de Roswell. Mark McCandlish est le The illustrateur technique reconnu pour des reconstitutions très détaillées d'engins ET et de technologies avancées. Il a réalisé des dessins à partir de témoins militaires et policiers qui étaient sur place, notamment lors de l'affaire Roswell en 1947, et aussi par rapport à d'autres programmes secrets. Ici, ce modèle a été conçu pour représenter l'essai d'un vaisseau ET récupéré, basé sur les descriptions précises des débris et des caractéristiques de l'engin que ces témoins ont observés. Les témoignages mentionnaient des matériaux métalliques inconnus, des formes de disques et des détails sur l'intérieur du vaisseau. Hamilton a révélé qu'il avait entendu dire, lui, de son côté, que l'engin de Roswell se métamorphosait en vol. Truc de fou. Il a également raconté avoir vu un F-15 équipé d'ailes flexibles dans sa région, suggérant des technologies de propulsion avancées et des recherches sur des avions à aérodynamique modifiable. À Palmdale, excusez mon anglais vraiment, une entreprise avait reçu un contrat de 9,3 millions de dollars de l'armée de l'air pour développer une technologie révolutionnaire, un avion capable de changer de forme en fonction des conditions de vol ou d'émission. Mais cette avancée inquiète certains pilotes qui redoutent qu'un jour ces engins ne deviennent autonomes et qu'ils rendent donc, de ce fait, le pilote totalement inutile. Ce sont des recherches sur les avions morphing ou à géométrie variable, étudiées notamment à Palmdale, où se trouve le centre de développement aéronautique de la Lockheed Martin, la Skunk Works. Ces avions peuvent modifier la forme de leurs ailes ou de leur structure en vol pour optimiser leur performance selon les besoins.
Ce genre de projet entre dans le cadre des programmes de type Adaptive Aircraft ou Intelligent Morphing Vehicles, souvent liés à des essais secrets ou avancés en aérospatiale militaire. La technologie antigravité. Ce système de propulsion est au cœur du fonctionnement des vaisseaux. Il repose sur une technologie révolutionnaire développée par Gravity Control Technologies. L'idée centrale, utiliser l'interaction d'un supraconducteur nanoatomique avec ce qu'on appelle le champ d'énergie 2.0. Cette interaction permettrait de manipuler la gravité elle-même et donc de créer la force propulsive nécessaire au déplacement du vaisseau. Deux systèmes sont testés, l'un utilisant des supraconducteurs en poudre, l'autre exploitant les champs plasma pour atteindre un état de supraconductivité. Un scientifique impliqué dans l'énergie 2.0 a conçu un prototype très similaire à ce que Bill Hamilton a pu observer. Il a même publié une vieille photo de ce modèle sur son site datant des années 80. Ce chercheur avait investi près d'1 million de dollars dans sa construction, mais il a dû stopper faute de moyens. Par la suite, il avait tenté de relancer l'intérêt pour son projet en faisant la promotion. Des structures avancées à base de nanotubes. Grâce aux études sur la technologie ET, la nanotechnologie a fait un bond juste énorme. Contrairement à nos avions, ces vaisseaux ne sont pas construits de façon conventionnelle. Avec des nanotubes de carbone, on n'a plus besoin de batteries lourdes. L'énergie est directement stockée dans la structure du vaisseau. Quand les matériaux sont conçus au niveau moléculaire, on peut créer des engins totalement holistiques, avec des surfaces capables de se plier, voire même de disparaître. Ici, une photo satellite de la zone 51. Les photos satellites récentes révèlent avec précision les installations de la zone 51, notamment le complexe de Groom Lake. Selon un général de l'armée de l'air, interrogé par Bill Hamilton, il existerait, et ça nous l'avions vu, au moins 5 niveaux souterrains connus dans cette base ultra secrète. Le transport par trou de verre. Bien que la relativité restreinte interdit aux objets de se déplacer plus vite que la lumière dans l'espace-temps, on sait que l'espace lui-même peut être courbé et déformé. Certes, il faut une énorme quantité de matière ou d'énergie pour créer de telles distorsions, mais les distorsions sont théoriquement possibles. Dans le cas du trou de verre, un raccourci est créé en déformant l'espace pour relier deux points qui étaient auparavant séparés. Ces théories sont certes trop récentes pour être écartées ou validées, et oui, les trous de verre invitent à nouveau les vieux problèmes paradoxaux du voyage dans le temps. Mais cela devient concevable si l'on part du principe que c'est une façon dont les ET sont arrivés ici, sans passer par des années-lumière, en utilisant un trou de verre avec lequel, comme le disent certains scientifiques, vous pourriez accéder ainsi à un univers alternatif ou dans une autre époque. La supercavitation utilisée pour les torpilles d'un sous-marin ou pour un sous-marin lui-même consiste à créer une bulle de gaz autour de l'objet pour éliminer la résistance du fluide, permettant ainsi des vitesses incroyables sous l'eau. De la même façon, un vaisseau spatial ET générerait une bulle à travers un champ gravitationnel électromagnétique. Ce champ supprime l'inertie comme dans un superfluide sans viscosité. En résumé, chaque milieu a sa cavité. Le sous-marin dans l'eau, l'aéronef dans l'air et le vaisseau spatial dans le champ 2.0. Le moteur à distorsion. Miguel Alcubierre, inspiré par Star Trek. En plus, je regarde Star Trek en ce moment. Je suis à fond dedans, je suis comme une dingue. A imaginé un moteur à distorsion capable de dépasser la vitesse de la lumière. Son idée, créer une bulle autour du vaisseau en étirant l'espace-temps derrière lui, repoussant ainsi le point de départ de nombreuses années-lumière en arrière et en le contractant à l'avant, approchant ainsi de la destination. Le vaisseau resterait dans une zone plutôt calme, mais voyagerait à une vitesse supraluminique, sans enfreindre les lois de la relativité.